4,56 millions. C'est le nombre de bateaux de pêche dans le monde en 2018. De tous ces bateaux, seuls 67 800 font ou dépassent les 24 mètres de longueur. Et il faut dire qu'il en faut des bateaux pour pêcher les millions de tonnes de poissons dont l'humanité se nourrit chaque année. Les ressources de la pêche et de l'aquaculture sont un point essentiel de la sécurité alimentaire mondiale. Et pourtant, de très grosses menaces pèsent sur ce maillon de notre alimentation. Que cela soit sur les poissons ou sur d'autres produits aquatiques comme les crustacés ou les mollusques par exemple. Dans cette vidéo, je vais tenter de vous montrer à quel point cette ressource est importante et pourtant menacée. En 2017, rien que la consommation de poissons représentait 17% de l'apport en protéines animales de la population mondiale et 7% de l'apport total en protéines. À l'échelle mondiale, le poisson fournissait à plus de 3,3 milliards de personnes 20% de leur apport moyen en protéines animales. Cette proportion atteignant même 50% dans plusieurs pays tels que le Bangladesh, le Cambodge, la Gambie, le Ghana, l'Indonésie, la Sierra Leone, le Sri Lanka et plusieurs petits États insulaires en développement. Ça n'a l'air de rien, mais rien que la population du Bangladesh représente plus de 160 millions de personnes et celle de l'Indonésie plus de 270 millions. On voit donc que, comme je le disais, les produits de la pêche sont indispensables à la sécurité alimentaire mondiale. On estime que la production mondiale de poissons a atteint en 2018 environ 179 millions de tonnes, dont 82 millions de tonnes provenaient de la production aquacole. Sur ce total, 156 millions de tonnes ont été utilisées pour la consommation humaine. Les 22 millions de tonnes restantes ont servi à des fins non alimentaires, principalement pour produire de la farine de poisson et de l'huile de poisson. Le poisson est un des produits dont la croissance de consommation est la plus élevée. La consommation mondiale de poissons destinée à l'alimentation humaine a augmenté à un taux annuel moyen de 3,1% entre 1961 et 2017, soit un taux presque 2 fois supérieur à celui de la croissance démographique annuelle mondiale pour la même période, et supérieur au taux de croissance de la consommation de tous les autres aliments à base de protéines animales, que ce soit la viande, les produits laitiers, le lait, etc., qui lui s'est établi à 2,1% par an. Résultat, la consommation de poissons destinée à l'alimentation humaine est passée de 9 kg par personne en 1961 à 20,5 kg en 2018. Cette énorme croissance est en partie due à l'avènement de l'aquaculture dont je parlerai peu dans cette vidéo, mais aussi à l'augmentation de l'effort de pêche, parfois au détriment des stocks eux-mêmes. Selon le suivi des stocks évalués, qui est effectué de longue date par la FAO, l'état des ressources halieutiques marines n'a pas cessé de se dégrader avec le temps. La proportion des stocks de poissons qui se situent à un niveau biologiquement durable est passée de 90% en 1974 à 65,8% en 2017, avec 59,6% des stocks classés comme étant exploités au niveau durable maximal et 6,2% comme étant sous-exploités. En revanche, le pourcentage des stocks exploités à des niveaux biologiquement non durables est passé de 10% en 1974 à 34,2% en 2017. Mais bon, tout ça doit se passer loin, non ? Eh bien, bof. En 2017, parmi les principales zones de pêche de la FAO, c'est en Méditerranée et en mer Noire que l'on observait la plus forte proportion, environ 62,5%, de stocks pêchés à des niveaux non durables. Et pourtant, il n'y a pas plus débile que de surexploiter un stock. Certes, vous y gagnez sur le court terme, mais sur le moyen et le long terme, la productivité décroît, amenant soit à des baisses de revenus et d'emplois, voire à des fermetures de pêcheries de plusieurs années parfois, pour sauver le stock de la disparition. Le mieux est d'exploiter un stock à son RMD, c'est-à-dire son rendement maximum durable. En gros, il s'agit d'extraire le maximum de la ressource sans que cela n'impacte la productivité future du stock. Or, plus une population est grosse, plus on peut augmenter ce RMD, et donc plus on peut pêcher de façon durable. Une étude de la New Economics Foundation de 2017 a montré que la reconstitution des stocks de poissons de l'Union européenne au niveau du rendement maximum durable pourrait offrir à la France 10 000 tonnes de poissons débarqués en plus chaque année, soit l'équivalent de 140 millions d'euros de revenus supplémentaires et la création de 1400 emplois par rapport à 2014. Tout bénef! En regardant à l'échelle mondiale, d'après une autre étude de 2013, la reconstitution des stocks surexploités à un niveau de biomasse suffisant pour obtenir un RMD pourrait accroître la production halieutique de 16,5 millions de tonnes et les recettes annuelles de 32 milliards de dollars des États-Unis, ce qui permettrait à la pêche marine de contribuer davantage à la sécurité alimentaire, à l'économie et au bien-être des communautés côtières. De plus, cet apport supplémentaire de protéines animales pourrait par exemple aider à diminuer la consommation de viande, dont j'ai déjà exploré les impacts dans une autre vidéo.
On aurait donc réellement tout intérêt à arrêter la surpêche, pas seulement parce que c'est mauvais pour la biodiversité, mais aussi pour des raisons économiques et autres. Et parce que j'ai évoqué la surpêche, je dois évoquer aussi la pêche illicite. La pêche illicite représente quelques 26 millions de tonnes de poissons par an, soit plus de 15% de la production totale de la pêche de capture dans le monde. Notons tout de même que pêche illicite ne veut pas forcément dire surpêche, et que surpêche ne veut pas forcément dire pêche illicite. Comme je l'ai dit, une partie de l'augmentation de l'offre de poissons provient de l'aquaculture. En effet, comme on le voit sur ce graphique, les captures de pêche restent plus ou moins stables depuis les années 90. L'augmentation est imputable à l'aquaculture. Je ferai une vidéo spéciale sur comment manger du poisson de façon respectueuse de l'environnement, et j'y parlerai de l'aquaculture car cela peut varier énormément selon le type d'élevage, le type de poisson, etc. etc. Abonnez-vous pour ne pas rater cette vidéo, ça devrait être la suivante ou celle d'après, je ne sais pas encore. J'en profite pour vous renvoyer vers ma vidéo sur les labels où j'y parle du label MSC, qui ne veut pas forcément dire pêche durable. Et le pire avec nos engins de pêche, c'est qu'il n'y a même pas besoin que l'homme soit aux commandes pour que la pêche fasse des dégâts. Je m'explique. Je viens de parler de la pêche volontaire, mais il existe aussi une pêche involontaire. Les filets fantômes sont des filets de pêche qui ont été perdus ou volontairement jetés en mer par des pêcheurs, parce que c'est souvent le moyen le plus simple de s'en débarrasser. Ces filets, souvent presque invisibles par manque de lumière, peuvent s'emmêler sur des récifs rocheux ou dériver en pleine mer. Ils peuvent prendre au piège poissons, dauphins, tortues de mer, requins, dugongs, crocodiles, oiseaux de mer, crabes et autres créatures, y compris même parfois des plongeurs humains. Les filets fonctionnent comme prévu et limitent les mouvements des animaux, leur infligeant lacérations et infections et causant leur mort de faim ou par asphyxie pour ceux qui doivent retourner à la surface pour respirer. Certains pêcheurs professionnels utilisent des filets maillants. Ceux-ci sont suspendus dans la mer par des bouées, autrefois des flotteurs en verre, le long d'un des côtés du filet. De cette façon, ils forment une sorte de mur vertical, pouvant mesurer jusqu'à plusieurs centaines de mètres de long, où tous les poissons d'une certaine taille y sont capturés. Au bout d'une certaine durée, ces filets sont normalement ramassés et les poissons récupérés par les pêcheurs. Dans le cas contraire, le filet peut continuer à capturer des poissons jusqu'à ce que leur poids dépasse la flottabilité des bouées. Le filet et les poissons piégés coulent alors au fond des eaux, où les poissons sont dévorés par les crustacés et les autres poissons des profondeurs. Du coup, ça allège le filet, et les bouées font remonter le filet, et le cycle se répète. Compte tenu des matériaux synthétiques de haute qualité aujourd'hui, les dommages peuvent se poursuivre pendant longtemps. Et ce phénomène ne touche pas que les filets fantômes. La pêche fantôme englobe globalement des systèmes de pêche, par exemple des pièges à crabes ou des casiers à l'ancienne, sans le fameux panneau rotatif obligatoire. Ces pièges tapissent le fond des océans, où ils deviennent des pièges à appât qui continuent à capturer des crabes pendant des années, car les crabes piégés finissent par mourir et servent d'appât à d'autres crabes. Même une simple ligne de pêche emballée en boule peut être mortelle pour un bon nombre de créatures, dont les oiseaux et les mammifères marins surtout. Le temps passant, les filets s'en mêlent de plus en plus et heureusement, en général, les poissons sont moins susceptibles d'être piégés par du matériel abandonné depuis longtemps. Alors bon, on pourrait penser que cela ne représente pas grand chose, mais en fait on estime que les engins fantômes représentent 10% de tous les déchets marins. Cela représente 640 000 tonnes par an. Mais ces déchets ont probablement plus d'impact que les autres, puisqu'ils ont été créés spécialement pour attraper des animaux marins. Je n'ai pas réussi à trouver des chiffres de l'impact mondial de cette pêche fantôme, mais quelques chiffres locaux sont disponibles, comme par exemple avec les casiers et les pièges à crabes dans la baie de Chesapeake, qui est le plus grand estuaire des États-Unis au passage, où on estime que 150 000 casiers à crabes sont perdus chaque année, sur un total estimé à 500 000 déployés. Ces casiers abandonnés attrapent plus de 6 millions de crabes chaque année et tuent plus de la moitié d'entre eux, environ 3,3 millions. C'est l'exemple le plus marquant que j'ai trouvé, mais on peut aussi évoquer le cas de la Guadeloupe. Environ 20 000 de tous les pièges posés chaque année sont perdus à chaque saison des ouragans, c'est-à-dire un taux de perte d'à peu près 50%. Et quoi, ça y est, on en a fini avec les menaces qui pèsent sur les ressources aquatiques? Ah ben bien sûr que non, vous vous en doutez. En gros, tout ce qui impacte l'océan impacte les ressources de l'océan. Exemple, le taux d'oxygène des océans baisse et va continuer à baisser. Plusieurs raisons à cela. Le réchauffement des océans qui diminue la solubilité de l'oxygène dans l'eau et l'eutrophisation des eaux, que ce soit avec les engrais ou à cause des stocks de munitions immergés. Tous des sujets déjà traités sur la chaîne, note. Ce taux d'oxygène qui baisse n'est pas sans conséquence.
Les besoins en oxygène des populations de poissons sont étroitement liés à leur métabolisme et ont tendance à augmenter avec la croissance du poisson. Les poissons de petite taille ont donc plus de chances de survivre dans des milieux pauvres en oxygène que des poissons de plus grande taille. Une étude menée par l'organisation Nippon Foundation a mis en évidence que la taille des poissons diminue de 20 à 30% par degré supplémentaire de la température de l'eau. Le réchauffement climatique pourrait donc entraîner une diminution de la taille et du poids des poissons. Selon une autre étude réalisée par l'Université de Colombie, d'ici 2050, les poissons pourraient perdre environ un quart de leur poids actuel. Et là, je ne vous parle que d'une baisse moyenne. En réalité, ces modifications ne sont pas homogènes et dans certaines zones se développent ce qu'on appelle des zones mortes, car l'oxygène est en dessous d'un seuil critique. Ces zones mortes se multiplient et s'agrandissent visiblement de plus en plus. Il est probable que j'en fasse une vidéo un jour. Et ce n'est qu'une des nombreuses menaces dont je parlais tout à l'heure. Parmi celles-ci, on peut notamment évoquer que les épisodes locaux et ponctuels de vagues de chaleur marine associés à des élévations soudaines de la température de l'eau deviennent plus courants et ont des impacts directs sur les populations de coquillages des zones de lagunes qui sont parfois complètement décimées. On peut aussi dire que l'augmentation des températures océaniques liées au réchauffement climatique induit un déplacement des aires de répartition des populations de poissons dans l'hémisphère nord vers les zones plus froides. Le déplacement de ces populations atteindrait plusieurs centaines de kilomètres par décennie selon le GIEC, avec deux effets notoires. D'une part, le bouleversement de toute l'économie de la pêche avec des quotas de pêche profondément modifiés, et d'autre part, l'arrivée d'espèces exotiques contribuant à la perturbation de l'ensemble du réseau trophique des zones associées. Faire la liste complète des menaces et de leurs causes serait trop longue pour cette vidéo, mais heureusement j'ai déjà traité une bonne partie d'entre eux dans des vidéos dédiées. L'impact des plastiques sur la chaîne alimentaire, j'en ai parlé dans une vidéo dédiée. Le risque de disparition quasi totale des coraux, alors même que 25% des espèces marines y passent au moins une partie de leur cycle de vie, j'en ai aussi fait une vidéo dédiée. Le risque de l'acidification des océans et la galère que ça représente aussi bien pour les poissons que pour les coraux et tous les animaux aux coquilles, j'en ai déjà fait une vidéo aussi. En vrac, je peux aussi évoquer le réchauffement des océans, la perturbation des courants marins, la fonte des pôles, les pollutions marines en tout genre, les impacts de la guerre sur l'environnement, les dangers qui pèsent sur les baleines, tout ça sont des sujets liés à cette thématique que j'ai traitées dans des vidéos dédiées. Mais il y a aussi des menaces que je n'ai pas encore traitées, voire même pas encore découvertes personnellement. Mais cela viendra, comme par exemple la chasse des requins, qui pourtant ont un rôle important. En général, et à la différence de la pêche, ils mangent des individus faibles, malades et blessés, ce qui maintient la qualité génétique et sanitaire de la population et baisse ainsi les risques d'épidémie. Je vous mets donc ma playlist Océan en fin de vidéo, mais n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos car parfois des informations sur les océans s'y cachent sans que ça ne soit évident, comme ma vidéo sur le pétrole par exemple. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Et si c'est déjà fait, partagez cette vidéo à quelqu'un qui, comme vous, est intéressé par la défense de l'environnement.